Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. L'histoire, c'est la mémoire des peuples. Certains ont dit que c'est un témoignage, mais ce n'est pas que cela. Il y a les événements historiques, mais il y a la science historique. Ceux qui parlent de l'histoire et qui écrivent l'histoire, ce sont des scientifiques, ce sont des historiens. Ils utilisent une méthode. C'est important. Voilà. Et comme je le disais, concernant les peuples d'Afrique, l'histoire n'est pas seulement une transmission mémorielle, mais elle est jouée, elle est actualisée. Alors, je voudrais reprendre la série de vidéos sur l'économie dans le monde Akan. Quand je vois qu'aujourd'hui, nos républiques ont du mal à s'intégrer économiquement, à avoir un espace économique intégré, cela fait mal. Les différents pays d'Afrique ont plus de relations économiques avec la Chine, individuellement avec la France et d'autres pays de l'Union européenne, avec les États-Unis, qu'avec leurs propres voisins. C'est un problème. C'est un problème. Alors donc, je reprends donc, comme je l'ai dit, cette série de vidéos sur l'économie dans l'espace Akan. Alors, il faut dire que dans l'espace Akan, dans l'ère Akan, l'agriculture itinérante sur brûlis était pratiquée un peu partout, accompagnée de la jachère. Accompagnée de la jachère, qui permettait à la terre de se reposer, de se régénérer. Alors, les Anors de Côte d'Ivoire, les Anors de Côte d'Ivoire qui sont dans la région de Poukou, ils appellent spécifiquement la jachère Afofoué. Afofoué. Et les cultures dans le monde Akan étaient variées. Les Haïzis, qui sont dans le département de Jacquesville, dans des villages comme Ningui Asokor, Tiagba, etc. Les Haïzis, par exemple, produisaient surtout du manioc, de la banane plantain et des ignames. Voilà. Alors, j'ai fait une vidéo pour démentir le fait que de fois, ces histoires font croire que nos vivres là, ce sont les Caucasiens qui nous les ont ramenés de l'Amérique du Sud. C'est pas vrai. Voilà. J'ai fait une vidéo pour démentir cela. Alors, les sites aurifères étaient nombreux. Ah oui, ça, puisque la poudre d'or était la monnaie un peu partout dans le monde Akan. Et puis aussi, la monnaie secondaire, c'était les perles. Mais plus spécifiquement, la perle des gris. Comme je le disais, les sites aurifères étaient très nombreux. Par exemple, dans le Bétier, qui fait partie de l'actuel département d'Abangrou, l'on avait des sites aurifères comme Ebaya, Sikanou, qui veut dire dans l'or, et puis le site aurifère de Pleboulou. Donc vous voyez que dans le Bétier, il y avait déjà, seulement dans le Bétier, il y avait 3 sites aurifères. 3 sites aurifères. Et donc, l'économie dans le monde Akan était diversifiée. L'économie dans le monde Akan était diversifiée. Et le campement était le noyau de la production, que ce soit pour l'agriculture, la pêche et la chasse. C'était le campement. Donc, chaque campement était, disons, comment je peux dire ça, une zone de production économique. Alors, comment on appelle le campement en général? Par exemple, en Agni, le campement est appelé Namoué. Donc, l'agriculteur, ou je peux dire le pêcheur, il va dire quoi? Mais quoi Namoué? Mais comme Namoué, je m'avais su dans mon campement. Donc, pour y travailler.
Bon, en langue tui, notamment, bon, la chantier, comme je le dis, est une variante de la langue tui. Eux, ils appellent justement le campement Ekourasé. Ekourasé. Donc, ce sont dans les Namoué et les Ekourasé que se déroulaient les activités économiques. Souvent, les gens y allaient, et puis en fin de semaine, en général, ils revenaient au village. Ou bien, ils revenaient au village quand il y avait des événements importants comme les obsèques, des festivités. Là, ils quittaient le campement, qui est le lieu de la production économique, et ils revenaient au village. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était comme ça. Ou alors, le jour qui est dédié à l'esprit tutélaire de la région, ce jour-là, ils reviennent au village. Voilà, c'était comme ça. Alors, les chasseurs aussi avaient des campements. Ils avaient des sites. Ils avaient des campements de chasse. Par exemple, le plateau d'Okui, dans la commune d'Abobo, ici à Abidjan, c'était un campement de chasse d'un chasseur Bobo, Ébri Bobo, qui s'appelait Dokui, qui est devenu aujourd'hui un quartier résidentiel. Voilà. Donc, les chasseurs aussi tiraient des revenus intéressants de leurs activités. Outre le produit carné, c'est-à-dire outre la viande elle-même, toutes les parties de l'animal étaient vendues. Et oui, toutes les parties de l'animal étaient vendues. La peau, les ossements, les crânes, etc. Pourquoi? Parce que quelquefois, les parties des corps de différents animaux étaient utilisées dans des rituels. C'était utilisé dans des rituels. Mais c'est aussi utilisé quelquefois pour des traitements au niveau de la santé. Vous voyez? Des traitements au niveau de la santé. Donc, comme je dis, l'homme s'en servait pour des rites, pour des talismans, c'est-à-dire des amulettes, mais aussi dans l'artisanat. Dans l'artisanat. Les ossements étaient utilisés dans l'artisanat. Et puis, les villages d'agriculteurs avaient des points d'eau, des champs, des jachères, des forêts primaires et secondaires, parfois une savane intercalaire comme dans le pays des Ojukwu, dans le Lodjoukou, ou le Nzema, ou aussi des sites de minerais d'or. Les villages plus peuplés recevaient les suppléments de vivres de la part des autres villages. Voilà. Donc les villages qui étaient importants, qui étaient de sortes de grosses agglomérations, eh bien, étaient ravitaillés en vivres par d'autres villages. Alors, il y a des spécialisations qui s'opéraient en matière d'artisanat. Mais presque dans tous les villages, l'on trouvait des personnes qui savaient tailler du bois, tisser, faire de la poterie ou de la vannerie. Mais il faut dire que la poterie était surtout l'affaire des femmes. Pour faire la céramique, etc. Vous savez, beaucoup d'Akans connaissent ce qu'on appelle talier, qui est une sorte de céramique. C'est en terre cuite. Et souvent, quand on mange, quand on met la nourriture dans le talier pour manger, ça donne toujours un bon goût à la nourriture parce que on sent un peu les émanations de la terre qui imprègnent justement la nourriture. Voilà. Donc, souvent, les gens aiment manger en utilisant le talier comme récipient. Des légendes, notamment chez les Nzema, attribuent à certains matriclans, je ne dis même pas des légendes, non, je reprends, ce ne sont pas des légendes, des faits historiques, des traditions, notamment chez les Nzema, attribuent à certains matriclans la découverte de certaines cultures, comme l'Ignam, par exemple, c'est le clan Azangoulé qui est appelé Asanglo chez les Agnis, qui est appelé Kona Asokore ou Asene chez les locuteurs du Tui, qui a découvert l'igname et l'a domestiqué. Le maïs a été découvert et domestiqué par le clan Mvavile.
Ce clan Mvavile est appelé Agona chez les Dankira et Anana chez les Fanti. Le riz a été découvert et domestiqué par les Ezohilé. Hein? Ce clan Ezohilé qui est appelé Asona ou Onsona chez les locuteurs du Cui. Surtout Asona chez les Ashanti, Onsona chez les Fanti aussi. Chez les Fanti, on l'appelle aussi Adjumnade. Alors, l'on dit du clan Aloba que leurs membres étaient de très bons tireurs de vin de palmier raffia. Donc, c'est eux qui ont découvert le vin de palmier raffia. Alors, il y a des villages qui vont se spécialiser dans certaines activités. Par exemple, chez les Odjoukrou, qui sont dans la région de Dabou, où on a connu malheureusement des incidents gravissimes. Plusieurs villages produisaient beaucoup de vin de palme. Ah oui, le vin de palme était un produit très demandé. Souvent, autour de 14h, 15h jusqu'à 16h, dans les villages, les hommes se rassemblaient sous l'arbre pour consommer le vin de palme et échanger. Et donc, ceux qui vendaient le vin de palme, souvent devenaient riches. Il y a un Dankira qu'on appelle Ateban. J'ai fait une vidéo spécialement sur lui. Hein, Ateban, le Dankira qui a osé narguer le roi des Ashanti. C'est grâce au vin de palme, à la production du vin de palme, qu'il est devenu immensément riche, ayant beaucoup de poudre d'or. Alors, les Mechibo ou les Betibé, c'est-à-dire les Otilés, pratiquaient surtout la pêche et donc fournissaient à leurs voisins d'énormes ressources halieutiques. C'est aussi le cas des Haïzi, les Betibé qui sont dans la région d'Adiaké et aussi qui sont à Vitré, à Betimonon. C'est aussi le cas des Haïzi aussi qui fournissaient beaucoup de poissons, beaucoup de produits halieutiques à leurs voisins. Alors ceux-ci pratiquaient la pêche à l'épervier, usaient de pièges avec un morceau de bois, avec une entrée ouverte et une autre fermée. Ils tissaient des nasses pour la pêche avec des feuilles de raffia, fabriquaient des filets avec des fibres d'ananas et tissaient des cordons. Donc vous voyez que nos ancêtres étaient ingénieux. Avec les fibres d'ananas, ils faisaient des filets. C'est très important. De grosses épines leur servaient d'hameçon. Les Betibé ont conçu le système qu'on va appeler attrait, c'est-à-dire la préservation de baies poissonneuses, propriété des différents clans et dans lesquels l'on ne pêchait qu'à de grandes occasions. Les Abourés, Ehé et Osson aussi pratiquaient ce système-là. Parce que c'est dans les baies que les poissons vont se reproduire en général. Voilà. Et donc là-bas, il y a des alevins. Donc il fallait éviter d'aller pêcher là-bas. C'est à des occasions spéciales, quand il y a des grandes fêtes, quand on reçoit des grands personnages où on fait des festivités qui marquent par exemple l'année nouvelle. Là, on donne l'autorisation spécialement d'aller pêcher dans les attraits. Mais les attraits étaient aussi propriété des grandes familles. Les Aranta, ceux qui sont dans la région de ce qu'on dit Takouradi, auront la réputation d'être d'excellents tireurs, d'excellents tailleurs de pirogues. Et dans une moindre mesure, les Nzema. Les Eotiles aussi, les Betibé aussi, des grands tailleurs de pirogues. Aucun village n'était en soi autosuffisant pour toute chose. Aussi, il y avait des déplacements entre villages pour acquérir ce que l'un ou l'autre fabrique le mieux et produit en quantité suffisante. Donc vous voyez, donc, il y avait comme une sorte d'économie intégrée. Voilà. Le village de Banware, à quelques kilomètres de Koumassé dans la Chanty, demeure encore un grand centre de tissage de pain quinté. Le pain quinté, appelé ordinairement ici en Côte d'Ivoire Kita. Donc, beaucoup d'autres villages quittaient un peu partout pour aller acheter le quinté qui se faisait à Banware. Voilà. Les tisserands de Banware, surtout le départ de leur activité à l'époque
du chef de Koumassi, le Koumassi Hene. En ce moment-là, la confédération n'existait pas encore. La confédération Ashanti n'existait pas encore. Alors, ils disent qu'ils ont commencé à le faire à l'époque du Koumassi Hene, au Tia Quentin, soit au XVIIe siècle. Le métier à tisser est baptisé là-bas Odumankoma Nsadua Kofi. Odumankoma Nsadua Kofi. Bon, Odumankoma, ça fait référence à Dieu, à l'éternité. Kofi, ça fait référence au vendredi. Voilà. Donc, c'est comme si ils estiment que le Créateur a révélé cette activité-là un vendredi. Bon. Car il fut donc, comme je l'ai dit, établi un vendredi. La femme récolte le filet de coton et l'homme procède au tissage proprement dit. Les quintés, Ashanti, Bronjama et Baoulé présentent plusieurs motifs et plusieurs couleurs. Voilà. Donc c'est ça, ça veut dire que chacun quand même a innové dans la façon de faire le quinté. C'est très important. William Bosman relevait à travers son récit sur la côte de l'Or que ses habitants produisaient en abondance différents vivriers. Vous voyez? Différents vivriers en abondance. Il n'y avait pas de famine, hein? C'était rare les famines. Et même quand il y a la famine, il y avait des plantes, des vivres à l'état sauvage. Comme par exemple l'igname sauvage que par exemple les Agniers et les Nzima appellent boloué, c'est-à-dire l'igname de la brousse, c'est-à-dire l'igname qui n'a pas été domestiqué. Oui. Donc la cueillette permettait de survivre en cas de disette. Voilà. La cueillette permettait de survivre. C'est très important. Dans la région d'Axim, Bosman indique qu'il était produit là des ignames, patates, millet. Bon, le millet, c'est sans doute du sorgho. De l'huile de palme et plusieurs arbres fruitiers. Donc, cela veut dire que même certaines céréales qui étaient produites dans les zones savanicoles, les gens les produisaient aussi dans la zone forestière. Parce que quelquefois, dans la zone forestière, il y avait des îlots de savane. Il faut savoir cela. Le royaume Assabou, lui, produisait du maïs, de l'igname, de la patate, de l'huile de palme et différents arbres fruitiers. Voilà, c'est ce que dit Bosman. Godefroy Loyer indiquait dans son récit de voyage en Issini, hein, donc dans la zone des îles Ewotilé, que les gens d'Assoko, de mai à juillet, sémaient le petit mil et le riz, qui étaient récoltés une fois l'an. Le gros mil était récolté 2 fois, en juillet et en mars. Les compas, il faut dire que les voisins des Ewotilé et autres, des Essouma, qui étaient dans la région actuelle d'Aboasso, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Motiobo, produisaient du millet, du maïs, du riz, de l'igname, de la banane plantain, de l'huile de palme et bien d'autres denrées. Donc vous voyez que nos ancêtres avaient une alimentation complète. Ah oui, ils étaient bien nourris. Ils avaient tout ce qu'il faut pour être bien nourris. Voilà. Ils avaient à travers la chasse et la pêche des produits, des protéines. Et puis maintenant, ils avaient toutes sortes de vivres. Maintenant, il y avait aussi maintenant des arbres fruitiers. Voilà, des mangues, des goyaves, des oranges, etc. Pour la confection de pirogues, les natifs utilisaient souvent le fromager, le bois de fromager, l'iroko ou le makoré. Les Bétibés spécialisés dans la pêche usaient de petites ou de grandes pirogues, de filets fabriqués avec de l'herbe ou des écorces d'arbres, de pièges, de dards et d'hameçons pour leurs activités de pêche. Voilà. Et puis maintenant, vous avez les hameçons qui étaient souvent des épines d'arbustes. Et puis le pays d'Assoko, où étaient donc les Bétibés, les Otilé et puis les Essouma, produisait du sel marin. Et puis du beurre local, qui d'après Godefroy Loyer est appelé pito, du beurre local. Les Bétibés avaient une préférence pour la pêche nocturne. Les grosses prises de poissons
était découpé en morceaux et vendu. Le poisson pouvait être séché ou fumé. Donc, ils avaient des moyens pour conserver le poisson, pour conserver les aliments. Ils avaient des moyens. Quand il était légèrement avarié, on le salait et on le séchait au soleil et l'on s'en servait comme arôme. Hein, comme arôme pour les sauces. C'est ce que ici on appelle adjuvant. En agneau, on appelle ça adjuvant. Donc, ils s'en servent comme arôme. Les Bétibés faisaient aussi de l'agriculture et de la cueillette. Il ne convient pas de systématiser la division des activités entre agriculteurs de la forêt et pêcheurs du coton lagunaire ou du littoral marin. Ceux du littoral font aussi de l'agriculture et de la cueillette. Les agriculteurs de l'arrière-pays et de l'intérieur pêchaient aussi dans les cours d'eau qu'ils avaient, notamment dans les fleuves, les ruisseaux, les rivières, les marigots, etc. Pendant la grande saison des pluies, l'artisanat prend de l'importance avec la confection de nouveaux accessoires de pêche, ustensiles, etc. Les artisans pour la pêche fabriquaient des perches qui servaient pour la pulsion de la pirogue et des écopes pour vider l'eau qui pouvait tomber dans l'embarcation. La cueillette permettait d'avoir des produits très variés comme des baies sauvages, du miel sauvage, une multitude de fruits, des plantes curatives ou comestibles, des champignons comestibles, du bois sec qui sert de principal combustible, de l'igname sauvage, des lianes dont on faisait des éponges, des serviettes végétales que l'on obtient à partir du tronc de bananier. Voilà. Les populations fabriquaient du savon noir à partir de l'huile de palme ou de la cendre des épluchures de bananes séchées sur des claies. Ils savaient faire le savon. Voilà, ils fabriquaient du savon. Toute une variété de perles et de grande valeur, toute une variété de perles de grande valeur ou de moyenne valeur étaient produites dans le monde africain. Voilà. Je vous ai dit que notamment les perles précieuses servaient à décorer les tabourets des ancêtres. Voilà. Et les perles étaient aussi secondairement après la poudre d'or utilisée comme monnaie, notamment principalement la perle des gris, que les zootiles et les Bétibés appellent akori, tout comme les fantis aussi, du littoral fanti, appellent cela akori. Vous voyez, c'est un indice, mais ça montre les liens. La perle la plus recherchée était la perle des gris, appelée éolier en Agni, akori aussi bien dans le fanti que dans le pays éotile et le pays Bétibé. Je vais m'arrêter là. Vous voyez que l'économie dans l'espace Akan était vraiment fructueuse. C'est une économie fructueuse. Les gens mangeaient à leur faim. Ils avaient tout ce qu'il faut pour leurs besoins quotidiens. Ils avaient tout ce qu'il faut. Alors quand quelquefois aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, on se focalise tellement sur les produits d'exportation, hein, le café, le cacao, c'est bien, il faut le faire. L'anacarde, etc. Mais aussi, il faut songer à faire beaucoup de vivres. Au niveau des vivres, il faut une souveraineté alimentaire, une indépendance alimentaire. Nos ancêtres ont réalisé la souveraineté alimentaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans nos États, on est obligé d'importer du riz, importer ceci ou cela? Non. Nos ancêtres avaient la souveraineté alimentaire. Voilà. Et nos États actuels doivent songer à faire cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest, qui connaît des soubresauts. Mais c'est ça l'histoire. La Côte d'Ivoire va s'en sortir. Et la nation ivoirienne est en train de prendre corps. Elle va naître et elle sera une aide pour toute la sous-région. Merci encore et bonne journée à tous.